Merci Victorien. Le premier appelant nous vient de la commune d'Adjamé, notamment de Williamsville, et il se nomme M. Kamara Zoumana. Il aimerait savoir ce qu'il en est du dédommagement des démobilisés. Depuis que des ex-combattants ont été démobilisés, il n'y a pas eu de suite. Il souhaiterait que le ministre se prononce sur ce point. Et puis aussi, nous avons M. Koulibaly, toujours qui appelle de la commune d'Adjamé. Selon lui, des ex-combattants ont été récemment réintégrés dans l'armée. Ils n'ont pas encore été baillés selon ses propres termes. Beaucoup de promesses ont été faites et parmi ces promesses, celle de leur donner de l'argent. Et à ce jour, rien n'est fait. Qu'est-ce que le ministre a à dire sur cette question? Et nous avons aussi Mme Sewa qui appelle de Yopougon. Elle voudrait faire remarquer à Monsieur le ministre que l'anarchie perdure sur les routes, contrairement à l'intervention de Monsieur le ministre. Et pas plus tard que ce matin, elle a vu des véhicules des ministères qui conduisaient dans le sens contraire sur les voies et il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait des accidents sur cette voie. Elle aimerait avoir la réaction du ministre sur cette question. Et puis, M. Kofi également, qui appelle de Yopougon, il dit que selon lui, dans le nord de la Côte d'Ivoire, notamment à Madinani où il s'est rendu, les gendarmes et les forces de sécurité n'ont pas d'armes. Même ici à Abidjan, il a remarqué que c'est la même chose, c'est pareil. Aussi, il voudrait attirer l'attention du ministre sur la situation au niveau du 3e pont à Yopougon, où des forces de défense sont présentes et elles tiennent des barrages. Pourquoi ces forces ne portent-elles pas de tenue réglementaire? Parce que récemment, il y a eu de nouvelles tenues qui ont été attribuées aux forces de défense et l'existence de ces barrages est-elle normale? Voilà pour les questions, Victorien. Merci, Maï. Monsieur le ministre, la dernière question, nous allons la réserver au chapitre d'Alvor. On va commencer peut-être par M. Kamara qui parle des dédommagements des ex-combattants. Okay. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a deux préoccupations. Absolument. Parce que dans la question du dédommagement des démobilisés, vous avez l'opération antérieure à la crise post-électorale, où à l'époque, 19 000 jeunes parmi les 35 000 ex-combattants avaient été démobilisés. Je pense qu'il fait référence à cela. Est-ce qu'ils ont été dédommagés? C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est de ça qu'il s'agit, en fait, lorsqu'on finit la démobilisation, vous rentrez dans un programme de réinsertion. Sur les 19 000, 6 000 ont été réinsérés. Évidemment, la crise est arrivée, donc ceux-là n'ont pas pu intégrer des programmes de réinsertion. C'est pourquoi le programme actuel les reprend. Donc, je pense que si lui-même, il fait partie de cela, il faut qu'il se présente à l'ADDR. C'est-à-dire que s'il s'est fait oublier dans le cadre du processus de recensement, il faut qu'il se fasse connaître. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas pu être réinsérés avant les élections ont été repris par l'actuel ADDR. Pour les ex-combattants qui ont été recrutés comme militaires, qu'il faut les bailler, je pense que là, c'est des procédures administratives. Il faut d'abord savoir s'ils ont été effectivement engagés comme militaires, ça c'est la première chose. La deuxième, si c'est le cas, il y a des procédures à remplir pour pouvoir avoir un logement militaire. D'ailleurs, actuellement, nous sommes en train de faire un travail sur les baux militaires parce qu'avec la crise, certains sont partis, ont déserté, d'autres ont changé de localité, etc., etc. Nous avons fait un point. Je pense que d'ici quelques semaines, ce point sera naturellement présenté d'abord au président de la République avant de le diffuser. Donc je pense que là, il s'agit de procédures administratives. Sur la question de l'anarchie sur les routes, mais voilà. Je crois que c'est de cela que nous parlons. Alors, c'est le rôle, je vous ai dit, c'est le rôle des forces classiques régulières dans les cités. La police, la gendarmerie et le CCDO aujourd'hui. Je vous ai dit tantôt. Maintenant, il nous a parlé d'autorités qui roulent en sens inverse. Bon, je crois qu'il faut qu'il les signale. Il faut qu'il les signale et nous allons voir de quel genre d'autorité il s'agit. Bon, là, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas vu ces cas-là, mais si d'aventure il y avait ces cas, il faut qu'on nous les signale. Vous savez que les numéros sont visibles. Hein? Les numéros sont visibles. Donc là, on peut voir. Je vous ai dit qu'un décret a été pris pour savoir qui a droit ou pas à une garde. Si ce sont des ayants droit ou pas, en ce moment, on verra, on leur indiquera la conduite à tenir. S'ils ne sont pas des ayants droit, évidemment, on sera obligé de sévir. Parce qu'il y a des règles de... Pardon ? Le
pense que la préoccupation de l'appelant, c'est qu'il roule dans des sens interdits. Même si c'est des endroits... C'est ce que je suis en train de vous dire. Si c'est des endroits qui roulent dans des sens interdits, il appartiendra à... Nous avons une unité spécialisée à la gendarmerie, une unité spécialisée à la police qui gère la question des gardes-corps des autorités. Nous allons en ce moment-là, si on identifie la personnalité, attirer l'attention de ces gardes-corps pour leur dire la conduite à tenir. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, s'il s'agit de personnalités non autorisées qui ont des éléments armés avec eux qui ne figurent pas dans nos effectifs, évidemment, c'est la sanction. Nous allons mettre aux arrêts ces éléments qui roulent avec des armes dans la cité. Et c'est pour ça que j'aurais souhaité que madame soit un peu plus précise. La dernière question, on va la réserver au passage d'Alvassa. Merci, Soro. La circulation des armes légères et de petit calibre est un frein à la sécurité des biens et des personnes. Le gouvernement s'attelle à mener l'opération à son terme, mais les choses avancent lentement. Je vous propose de suivre cet élément relatif au démantèlement d'un barrage de Dozo. Ces chasseurs traditionnels opèrent comme des forces de l'ordre. Ils sont aussi porteurs d'armes et c'est à quelques kilomètres de Sassandra. Le constat d'Abou Sanogo. L'année 2013 doit être celle de la normalisation totale. Le samedi 5 janvier dernier, lors de la cérémonie de présentation des vœux au palais présidentiel. Et comme normalisation suppose, entre autres, que chacun soit à son poste pour accomplir la mission qui est la sienne, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, dit ne pas comprendre que 2 ans après la fin de la crise post-électorale, des chasseurs traditionnels d'Ozo continuent d'ériger des barrages routiers et procèdent à des contrôles de tout genre. C'est pourquoi, au cours d'une mission qu'il a conduite d'Abidjan à San Pedro, il a ordonné le démantèlement de tous les barrages tenus par les chasseurs traditionnels qui eux-mêmes ont été sommés de quitter les lieux. Ce message, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, l'a également porté au Dozo du département de Sassandra, au cours d'une rencontre initiée à leur intention dans les locaux de la préfecture. Monsieur le ministre, Alvassa de RTI 1. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous venez de suivre ce reportage qui nous parle des Dozo, les chasseurs traditionnels originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le ministre, quand est-ce que vous allez résoudre définitivement la question des Dozo qui est devenue aujourd'hui un phénomène? Merci beaucoup. D'abord, la question des Dozo, le phénomène Dozo n'est pas nouveau. Tout à fait. Je crois qu'on a tout mis sur cette crise, malheureusement, mais le phénomène Dozo n'est pas nouveau. Ce qui se passe, vous avez vu le reportage, et chaque fois que je me suis présenté sur le terrain dans l'émission et que les Dozo ont voulu me rendre les honneurs, j'ai systématiquement refusé. Je crois que c'est ce que toutes les autorités devraient faire, civiles ou militaires. Ça, c'est la première chose. Il faut les sensibiliser de la manière la plus voyante. Ensuite, le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur, donc le ministre d'État Amel Bakaïko, a entrepris depuis quelques mois une réorganisation de cette confrérie. C'est une confrérie, donc comme toute confrérie, nous n'avons pas le droit de la supprimer. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire. Non, pas du tout, ça fait même partie de la culture. Mais voilà, c'est ça. Elle est organisée, donc il appartient à cette confrérie de rester dans son cadre. C'est-à-dire qu'elle a ses règles, son mode de gestion, son mode de vie, mais ne pas se substituer aux forces de sécurité. Là, on est tout à fait d'accord avec votre préoccupation. L'état de droit ne se négocie pas. Donc, chaque fois que l'opportunité nous a été donnée, je vais toujours passer ce message. Et d'ailleurs, ce message a été relayé sur le terrain lorsqu'il a fallu les organiser. Et je sais que nous avons des officiers, des commandants qui sont dans cette confrérie qui ne cessent de leur passer le même message. Donc, je suis heureux que le dossier avance rapidement. Je pense qu'à une opportunité, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pourra en dire sur le résultat de cette réforme qui est bien enclenchée et que nous encourageons. Et la meilleure façon, c'est vraiment dire à ces personnes, à ces parents, vraiment de ne pas se substituer aux forces régulières. Chaque fois que je suis sur le terrain, c'est le message que je passe. Donc, je ne suis pas inquiet sur cela. Je crois que c'est la crise qui a généré une multiplication de ce phénomène. D'ailleurs, pour mettre un peu tout le monde à l'aise, on a même vu des Dozo baoulés dans d'autres communautés, oui, alors que ce n'est pas du tout de la tradition. Là, au moins, je n'accuse personne. Oui. Voilà. Donc, je crois que c'est quand même un peu drôle. Voilà. D'accord. Alors, vous venez de dire que les Dozo se substituent aux policiers et aux gendarmes.
Alors, le dozo, ça fait partie de la culture du Nord. C'est après initiation qu'ils deviennent des chasseurs traditionnels. En tout cas, on nous aurait dit qu'ils auraient des pouvoirs mystiques pour aller chasser. Aujourd'hui, c'est un effet de mode et c'est dans toutes les régions, vous venez de dire, monsieur le ministre. Alors, avec le gris-gris, ils se substituent, ils deviennent même des vigiles. Après s'être substitués aux policiers, aux gendarmes, ils sont aussi des vigiles. Ils gardent des domiciles, ils gardent des banques, ils gardent des structures, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, à Yamoussoukro, la capitale. Bon, on voit les dozos partout. Je vous ai répondu, chaque fois qu'on en trouve, on les déloge, on les déguerpit, on les désarme. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. En même temps qu'on fait l'éducation, en même temps aussi, il faut leur donner des signaux fermes. Et moi, je peux vous le dire, lorsque nous avons eu à traiter cette question, jusqu'à San Pedro, je peux vous dire l'anecdote qu'il y a eu sur cette affaire. Et il se passait le message. Donc, une personnalité que je nomme pas m'a dit, mais monsieur le ministre, prenez les portables, les cellulaires, vous allez voir ce qui va se passer. Et immédiatement, nous avons pris les cellulaires. Et sur tout le trajet, nous avons pu, n'est-ce pas, démanteler tout le réseau de dozos qui étaient là. Parce qu'ils s'appelaient les uns et les autres chaque fois qu'on arrivait. Et donc, si vous allez à San Pedro, entre j'allais dire, Sassandra et San Pedro, vous ne trouvez pas, vous les trouvez avant Sassandra. Pourquoi? Parce que les autorités à San Pedro ont décidé de traiter la question de la manière, je dirais, la plus intelligente. D'abord en les sensibilisant et ensuite, de temps en temps, en utilisant la manière forte pour leur dire, écoutez, vous n'êtes pas la police, vous n'êtes pas la gendarmerie, il faut dégager les lieux. Donc, à Diglo, partout où je suis passé, chaque fois, et c'est dommage, quelquefois, nous avons même des personnalités qui utilisent les dozos. Et je leur dis, mais pourquoi? Le comble, je dirais pas que les personnalités, il y a des gendarmes, des policiers, des militaires qui travaillent avec les dozos. Ah, mais ça, c'est inacceptable. Je tiens à vous le dire, c'est inacceptable et c'est pourquoi j'encourage l'opération du ministère d'État, ministère de l'Intérieur. Il faut que cette opération avance pour qu'on puisse régler ce problème définitivement. Alors, ceux qui travaillent avec, comme vous le dites, d'aventure, ce sont ceux-là qui ne font pas partie de la confrérie, qui malheureusement utilisent des tenues sous le prétexte d'être dozos pour semer la pagaille. À Tia-Salé, j'ai eu à rencontrer la vraie communauté dozos qui a été très compréhensive depuis mon passage. Je crois qu'ils ont vraiment changé leur comportement parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait quelquefois. Donc, il faut les informer, il faut les sensibiliser. Et cela, je crois, ça marche quand on le fait. Oui, mais monsieur, mais ce sont des actions spontanées. Le commandant, vous ne l'avez pas cité, le commandant Kone Zakaria à Séguelon les a sensibilisés. Bon, il y a, je crois, 1 an ou 2 ans de cela, mais ça continue. Le ministre Ahmed Bakayoko, vous l'avez dit, est monté au créneau, mais ça continue. Alors, que faire? Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Non, écoutez, il ne faut pas mettre une pression inutile sur cela. Parce que je peux vous le dire, vous avez deux attitudes. Vous voulez que j'utilise la force pour les dégager? Non, ça vous décidez. Ah, mais voyez-vous. Donc, ce n'est pas la solution. La solution, c'est la sensibilisation. Les amener à comprendre que leur rôle, c'est de rester dans leur confrérie. Tant qu'ils ne font pas de mal, ça va. Dès lors qu'ils veulent se substituer, il faut leur dire, arrête, ça c'est la ligne rouge à ne pas dépasser. C'est ça qu'il faut leur dire. Et cette ligne rouge est régulièrement dépassée par ces dozos. Alors, parlant de dozos victoriens, parlant de dozos, ils portent des armes, des calibres 12, en tout cas en général, ce que nous avons coutume de voir. Là, je peux vous le dire. Donc, sur ça, je peux vous le dire. Oui, moi, sur ça, je peux vous le dire. Moi, quand j'étais jeune enfant à l'école primaire, ces messieurs-là portaient des armes aux fêtes nationales, ce qu'on appelle les bengués, pour parler comme tout le monde sourit devant sa télé. Mais ce n'est pas nouveau. Voilà, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est lorsqu'ils veulent se substituer aux forces de sécurité. Là, je dis non, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser. Les policiers aux gendarmes. Voilà. Pour m'aider même des contrôles. Voilà. Alors, je parlais des armes. Alors, je voudrais profiter pour parler de permis de port d'armes. Qui est autorisé à porter une arme en dehors des forces régulières? Et quel type d'arme? Bon, d'abord, vous avez répondu à la question. Qui est autorisé? D'abord, il y a deux choses. Il y a un individu lambda qui veut avoir une arme. Il y a des procédures. C'est s'adresser au ministère d'État, au ministère de l'Intérieur, aller chez le sous-préfet, le préfet. On va leur indiquer exactement la procédure à suivre. Ou bien aller au ministère d'État, au ministère de l'Intérieur, à la police, à la gendarmerie. On va leur donner la procédure à suivre. Ce permis, ce certificat est délivré par le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. En dehors de cela, qui procèdent par l'acquisition
d'un certificat. Tout le reste, ce sont les forces de l'État chargées de la sécurité. La police, force de première catégorie. La gendarmerie, force de deuxième catégorie. L'armée, force de troisième catégorie. Et les forces paramilitaires, comme les eaux et forêts, la douane, etc. Et qui portent des armes. Parce que c'est leur mission, c'est leur mandat. En dehors de cela, si vous avez une arme, que vous détenez une arme, vous êtes dans l'illégalité. Vous pouvez subir la rigueur de la loi, vous faire arrêter. Pour pas illicite. Vous voyez très bien, à la justice, d'ailleurs on le voit souvent, on interpelle les gens pour port illégal d'armes. Ça fait partie, n'est-ce pas, des critères de banditisme, et j'allais dire d'arrestation d'un individu qui porterait des armes. Il y en a même qui recèlent des armes. Je vous donne un exemple à Bounois. De temps en temps, il nous arrive de trouver des caches d'armes à Bounois. Et lors d'une des opérations, des informations que nous avons reçues indiquaient que dans une maison abandonnée, des individus avaient une cache d'armes. Lorsque nos hommes sont partis, ils ont voulu faire usage d'une grenade. Malheureusement, ils ne savaient pas l'utiliser. La grenade a explosé dans la maison, inachevée. Malheureusement, ils ont perdu la vie. Et si vous voyez nos visites dans la ceinture d'Abidjan, Tia-Salé, Dabou, Bounois, Grand Bassam, Sikessi, etc., c'est parce que dans ces forêts, les jeunes s'entraînaient à l'utilisation, à l'usage du maniement des armes. C'est très dangereux. Donc là, ce sont les zones véritablement infestées par la ceinture d'Abidjan, la circulation des ARPC. Et je me rappelle très bien que pendant la crise post-électorale, c'est dommage, nous avons vu des armes distribuées dans les quartiers. Alors, ceux qui parlent aujourd'hui, cela a généré quoi? 3000 morts. C'est dangereux. Aujourd'hui, il y a 100 000 armes à peu près en circulation dans le pays. Et c'est une véritable... N'oublions pas que chaque jour, nous découvrons des caches d'armes, que ce soit des calaches ou des grenades, etc. Et nous avons un service d'ailleurs qui fait le déminage. Et je vais plus loin d'ailleurs. Nous avions l'année dernière, lorsque, à la fin de la crise post-électorale, le dispositif d'armement qui était à la présidence, vous savez les dégâts que ça pouvait causer. Sur un rayon de 34 km, ça pouvait détruire la ville d'Abidjan. 34 km, vous voyez ce que c'est? Les armes stockées au palais de la présidence avaient la capacité de destruction de la ville d'Abidjan sur un rayon de 34 km. Il y en avait aussi à Bangourou. À Bangourou également, je ne vais pas citer tous les lieux. À Bangourou, c'était pire, puisque vous en parlez. Alors, monsieur le ministre, on avait, non, excusez-moi, parce que les gens ne le savent pas, les politiciens, il faut qu'on leur dise, on avait trouvé des munitions, des bombes qui faisaient à peu près 300 kilos. 300 kilos, c'est-à-dire que c'était pour des chasseurs que vous ne pouvez pas soulever tout seul. Très bien, monsieur le ministre. Alors, qu'est-ce que vous faites face à cette... on a traité ces questions. De façon anarchique, on a traité ces questions. Oui, vous avez traité tout ça, mais les permis de port d'armes ont été distribués de façon anarchique. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour mettre de l'ordre dans cette affaire? Ah là, c'est mon collègue et frère, c'est le ministre d'État, de l'Intérieur et de la Sécurité. Je pense que lorsqu'il est passé, d'ailleurs, vous avez posé la question, je me rappelle très bien ce qu'il avait dit. Donc, il est en train de mettre le doigt là-dessus. Il a demandé à ce que tous ceux qui portent les armes viennent se faire recenser afin qu'il nettoie le fichier et que dorénavant les procédures soient respectées. Parce qu'effectivement, il avait dit qu'avant lui, il y avait une anarchie qui s'est installée. Avez-vous une idée des armes collectées aujourd'hui? Des armes collectées, oui. Nous avons, l'ADD a collecté 5000 armes environ. La commission... Sur les 100 000 que vous avez cités? 5000 armes parce qu'au fond, les ex-combattants détiennent des armes. Voyez-vous? Encore. Et bien sûr, les ex-combattants qui sont rentrés chez eux avec les armes après la crise, voyez-vous, ils détiennent les armes. C'est pour ça qu'on fait le DDR. Et en plus, vous avez la commission nationale qui traite la question de la prolifération des armes de petit calibre et des armes légères, a traité environ l'équivalent de 2000 armes qu'ils ont. La difficulté, c'est que c'est un processus volontaire. Et le processus volontaire, vous savez très bien, s'il n'y a pas de mesures coercitives, il est extrêmement difficile. Mais pour le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, vous rentrez dans un programme, on vous désarme systématiquement. Là, il est plus facile de les désarmer quand ils sont sur site, quand on les a regroupés, et que lorsqu'ils sont chez eux, ils doivent venir déposer les armes de façon volontaire. Très bien, monsieur le ministre. Parlant justement de collecte d'armes, il y a une opération à Abobo les 23 et 24 août dernier, bien sûr dans la commune d'Abobo, une opération de collecte d'armes salutaire, parce qu'il s'agit d'Abobo, menée par le commandant Konesh Gaoussou, dit Idjagao, certainement avec votre caution.
Non, je vous explique. Dans chaque caserne, il y a un endroit où on garde les armes. Armurerie pour parler comme tout le monde. Oui. Maintenant, ce qui s'est passé à Bobo, c'est que le commandant Diagao avait fait le constat que les hommes ne déposaient pas les armes là où il fallait le faire. Donc il a décidé de le faire. Mais c'est une opération interne. On n'a même pas besoin de le porter sur la place publique. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous étiez informé. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que dans chaque garnison, je ne sais pas si vous me comprenez, dans chaque garnison, dans chaque caserne, que ce soit un commissariat, une brigade, une caserne militaire, vous ne portez pas votre arme, vous n'avez pas votre calage. Quand vous allez, on le garde quelque part. On n'a même pas besoin de saisir le ministre pour ça. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il doit faire. Et j'invite tous les autres aujourd'hui, commandants militaires, qui gèrent des sites, des casernes, où leurs hommes gardent leurs armes pour aller dormir avec à leur chevet, c'est interdit. Justement. Il faut qu'ils le fassent. Donc ce qu'il a fait, il fait son devoir. Donc on n'a pas besoin, quelqu'un qui fait son travail, on n'a pas besoin d'en faire une publicité. Donc à quel moment un militaire doit porter une arme? Quand il est de faction, et ensuite quand il va en mission. Sinon les armes sont toujours... D'ailleurs vous vous rappelez, lors des attaques que nous avons connues au niveau des sites militaires, les gens qui venaient, ils se dirigeaient directement vers l'armurerie pour prendre les armes. D'accord, monsieur. Il nous reste une minute. Victorien l'a dit. On va terminer par la sensibilisation en commençant par les dozos, les ex-combattants et puis les militaires qui portent aussi des armes parce que ces militaires, on les retrouve devant des structures, des banques en tenue. Hein, et ils ont les matricules et ça continue. Quelle sensibilisation? Non, je crois qu'il faut bien comme le pistolet que le gendarme porte, ça, c'est pas ça le problème. Non, des hommes en armes, peut-être. On va dire des hommes en armes qui sont devant des domiciles, qui gardent des banques, qui gardent des sociétés Attention, privées. devant les banques, on peut demander à la police. En général, ce n'est pas des policiers, ils ont des tenues militaires. La banque peut demander à la police ou à la gendarmerie de venir garder la banque. Maintenant, si vous trouvez des hommes autres que des gendarmes et des policiers qui ont des armes, nous avons la garde républicaine qui, de fois, garde les lieux publics, c'est-à-dire une institution comme l'Assemblée nationale, un ministère, rapidement, monsieur le ministre, peut le faire. Rapidement. Alors, donc, il est interdit, d'ailleurs, j'attire l'attention, je passe par votre canal, pour dire au secteur privé de ne pas utiliser des hommes en armes, quelle que soit leur origine, pour garder leurs affaires. Il y a des procédures. Lorsqu'il y a une menace, par exemple, on est dans une situation où on a besoin de sécuriser. Il y a des sites stratégiques, voyez-vous. Alors, peut-être que c'est cela. Si ce n'est pas cela, il faut demander. Et en ce moment, on analyse le risque sécuritaire pour envoyer des hommes les poster. Parce qu'il y a une menace là. Par exemple, devant un site, devant une banque, devant, etc., etc. On peut le faire, mais c'est à la requête, à la demande. Voilà, et vous saisissez d'abord. 22 40 12 58, Maïsako, quelques questions? Merci Félicien. Une question nous vient de Yopougon et elle est de M. Robinson Zo. M. Robinson affirme que des dozos assuraient la sécurité sur l'axe Abidjan-San Pedro, donc sur la côtière. Et depuis leur départ, il y a une insécurité grandissante. Ce sont ses propres thèmes, dont des braquages dans le secteur. Les populations souhaiteraient donc le retour de ces dozos sur les voies de la côtière. Cela est-il possible? Qu'en pense le ministre? M. Diabaté, lui, appelle du Gabon. Il aimerait savoir pourquoi on ne prend pas des démobilisés et on ne les forme pas pour devenir une police municipale. Et entre autres, il félicite le ministre pour le travail qu'il a abattu en seulement 2 ans. Monsieur Bakayoko Maïlé lui appelle d'Abobo. Il demande les critères pour maintenir un ex-combattant dans l'armée. Sa deuxième préoccupation, les ex-combattants ne sont protégés par aucune loi et il souhaiterait que le ministre rassure ces ex-combattants dont il fait partie. Et nous avons ensuite M. Kofi qui appelle de Toumoudi. M. Kofi dit que la Chambre de métiers de Côte d'Ivoire doit recycler et insérer certaines personnes dont des démobilisés et cela est inclus dans le programme de l'ADDR. La plupart des démobilisés veulent forcément devenir des hommes en armes alors qu'il se trouve que beaucoup parmi eux sont des analphabètes, ne sont pas allés à l'école, ne sont pas lettrés. Monsieur le ministre, peut-il entrer en contact avec la Chambre des métiers afin d'accepter et de former les démobilisés? Voilà pour les préoccupations pour l'instant. Okay, monsieur le ministre. Oui, alors merci beaucoup. Il y a le paradoxe de faire revenir les dozos. Oui, ça m'a fait sourire la question. Et on ne peut pas les faire revenir. Je crois que ce qu'il faut faire,
c'est de renforcer la police et la gendarmerie. Et l'armée, naturellement, si on est dans une situation très sensible, et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Mais nous, il n'est pas question de remettre l'autorité de l'État en cause. Voilà. Sur les démobilisés concernant la police municipale, bon, je crois que c'est une bonne proposition. Je sais que cette proposition est à l'étude au niveau de la DDR et du ministère de l'Intérieur, parce que la police municipale, avec les structures décentralisées, collectivités décentralisées, il n'est pas exclu qu'elles aient besoin d'une force publique pour assurer la sécurité. Aux États-Unis, vous le savez bien, ça se fait. Il y a des polices municipales. On va même plus loin. Vous avez des secteurs, des quartiers, quelquefois même, qui ont leur police. Alors, les ex-combattants, est-ce qu'il y a une loi qui les protège? Malheureusement, non. C'est ça le problème. C'est pourquoi vous avez les deux options qu'on leur propose si vous n'allez pas. Parce que pour avoir la protection, il faut être dans l'armée. Quand vous êtes militaire, vous avez un matricule, vous avez une carrière, vous avez un profil, vous avez un chef de corps, un chef d'unité, etc. Vous êtes pris en charge quand vous êtes des blessés de guerre, etc. Il y a toute une procédure. Le militaire, c'est un métier. Maintenant, si vous n'êtes pas militaire, c'est pas qu'on est sujet de rentrer dans les métiers. Ce n'est pas forcément militaire. Sinon, rester à vie ex-combattant, c'est un gros risque. Et je crois que c'est ça l'objet d'ailleurs de la DDR. Et je crois qu'il ne faut pas rester longtemps dans cette période, à mon avis, qui est un peu une période d'attente. Et c'est pourquoi l'État veut que ce problème soit résolu. Alors, sur la question des métiers, de la chambre des métiers, je crois que c'est une bonne proposition. Je vais la faire au DG de la DDR. Je pense qu'il prendra ça avec beaucoup d'intérêt. Bon, il a dit lui-même, ce sont des analphabètes pour la plupart. Il est difficile qu'ils fassent tous le métier de l'armée. Voilà, absolument. on est conscient de cela. Merci, monsieur le ministre. Merci à voir ça. Creuset de l'unité et de la diversité, une grande armée est composée d'hommes et de femmes compétents, rompus au métier, prêts au sacrifice suprême pour la mère patrie, des hommes disciplinés à la moralité et parfumés, loin du désordre et prêts à défendre la légalité pour la patrie et pour la loi, comme le soutient la gendarmerie. Francis Boifo. Mission accomplie. La trentaine de tests soumis à réflexion a été adoptée, dira le général de corps d'armée Gueux Michel, président du comité d'organisation de l'atelier. Mais en raison du caractère strictement militaire de beaucoup de tests, seules quelques recommandations relatives aux ressources humaines et au protocole ont été portées à la connaissance de la presse. L'atelier recommande la mise en place d'un service autonome d'aide à la reconversion des militaires, la mise sur pied d'un groupe de travail impliquant le protocole d'étape pour la rédaction d'un manuel de dispositions protocolaires lors des cérémonies officielles, l'extension de la couverture médicale universelle aux militaires et à leurs familles, la mise en place d'un comité qui sera chargé du suivi de la mise en œuvre des réformes. Le premier responsable de la Défense souhaite l'adoption des travaux de l'atelier par le Conseil national de la sécurité au regard des objectifs du président de la République. Les travaux sur la réforme de la sécurité ont réuni les responsables des différents corps militaires. Plusieurs généraux à la retraite ont été sollicités pour participer à la reconstruction de la nouvelle armée ivoirienne. Diakité Ibrahim pour monsieur le ministre. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, pour avoir une défense forte, vous avez dû faire des réaménagements au sein de l'armée. Comment se présente cette organisation aujourd'hui? D'accord, merci beaucoup. Vous savez que le président de la République a initié la réforme du secteur de sécurité. Une structure a été créée. D'abord, nous avions la responsabilité l'année dernière, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, pendant 3 mois, d'élaborer les premiers éléments. Et après, il a mis en place un secrétariat national au sein du Conseil national de sécurité pour traiter ces questions. Alors, au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne la défense, la première chose à faire à sortie de crise, c'était donc de rétablir le commandement. Vous savez qu'une armée fonctionne par sa hiérarchie, par ses chefs. Ces hommes doivent se reconnaître dans ses chefs et ensuite rétablir toute la chaîne de commandement. Ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, depuis le chef d'état-major jusqu'au militaire du rang, chacun connaît sa place. Chacun connaît ses chefs. Et les commandements, les grands commandements, dont d'ailleurs certains, je salue la présence ici dans cette salle, sont là. Donc il n'y a plus d'ambiguïté, d'équivoque là-dessus. Et nous avons des taux de présence très élevés
Aujourd'hui, nous avons un taux de présence de 94% pour l'armée, de 99% pour la gendarmerie. Vous voyez, c'était des taux extrêmement importants qui vous montrent que l'armée est en place. Ensuite, après avoir fait cela, je crois qu'il a fallu donner un contenu à la réforme, c'est-à-dire quelle est la nouvelle armée que nous voulons avoir. La première chose, c'est que les textes que nous avons aujourd'hui datent des années 60, l'indépendance. Et il a fallu donc faire le toilettage de ces textes, mettre en place un commandement qui s'achève par l'adaptation de l'armée à ces nouvelles missions. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles missions. Nous sommes sur le théâtre des opérations dans la sous-région. Nous n'avons plus de guerres symétriques, nous avons des conflits asymétriques. Vous avez un corpuscule d'individus qui viennent s'attaquer à un pays, comme le cas du Mali. Et donc, il faut adapter les menaces. Nous avons la piraterie que nous ne connaissons pas par le passé. Nous avons les crimes transfrontaliers. Tout ça, ce sont des nouvelles menaces qu'il faut intégrer. Et c'est pourquoi nous avons adapté donc, les propositions qui vont sortir derrière, que nous avons déjà faites, qui sont dans les documents, tiennent compte de ces nouvelles dimensions. Aujourd'hui, l'état-major est même restructuré. Nous avons 2 chefs d'état-major généraux adjoints, l'un chargé des opérations, l'autre chargé de soutien. Pourquoi? Pour tenir compte de l'évolution des choses. Et la gendarmerie fera pareil. La gendarmerie va mettre en place une gendarmerie territoriale qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle la départementale, et puis une autre qui sera chargée donc des unités d'intervention, parce qu'au fond, ce sont ces 2 dimensions qui aujourd'hui. Ensuite, quand on a fait cela, il faut rentrer maintenant dans le commandement. Le commandement et ces démembrements du commandement, il faut les adapter avec les technologies, avec les missions, etc. Nous avons aujourd'hui tout ce travail qui a été fait. Nous avons une trentaine de textes qui ont été élaborés. Et nous espérons qu'avant la fin de l'année, nous allons les présenter au Conseil national de sécurité pour qu'ils soient validés. Les textes qui iront à l'Assemblée feront l'objet donc de projet de loi. Les autres qui doivent être signés par le président de la République comme décret le seront. Et les dernières qui relèvent de notre compétence en termes de décision d'arrêté le seront. Donc c'est toutes ces réformes que nous avons engagées et qui sont d'importance pour mettre l'armée à l'aune d'aujourd'hui du XXIe siècle. Alors, Monsieur le ministre, vous le disiez tout à l'heure, vous avez 2 chefs d'état-major adjoints. Est-ce que c'est cette nouvelle configuration qui différencie la nouvelle armée de l'armée passée? Ah oui, parce que je vous ai dit tantôt que dans le commun du mortel, on pense qu'il faut être seulement sur le théâtre des opérations. Mais ce n'est pas tout. Quand vous avez un déplacement d'hommes sur le terrain, il y a tout l'accompagnement. Vous pouvez, je vous ai dit, je donne l'exemple dans d'autres situations, vous pouvez perdre une guerre parce que vous n'avez pas le soutien. Vous n'avez pas la mobilité. Aujourd'hui, nous avons la capacité de nous projeter très rapidement parce que le chef de l'État nous a permis d'obtenir des véhicules tactiques. Voyez-vous, c'est très important. Ce n'est pas seulement des armes. Ensuite, la transmission. Si vous êtes sur le terrain, que vous ne pouvez pas communiquer entre vous, vous pouvez être pris par revers. C'est très important. Et ensuite, les tenues. Le militaire, c'est l'un des corps par lequel il y en a d'autres. C'est qui se distingue par sa tenue et qui tient à cela, qui tient à son galon, qui tient à ses insignes. Donc, quand il y a une confusion, cette confusion, elle est néfaste. On va plus loin. Il y a les casernes. Il faut mettre les casernes en état. Il faut former des gens. Parce que la nouvelle armée, c'est aussi cela. Il faut qu'on forme des gens qui soient ouverts sur le monde aujourd'hui. Et c'est pourquoi les écoles, et je pense qu'on va aborder la question, les écoles vont subir des aménagements. Nous avons l'EFA, qui se trouve aujourd'hui à Zambakro, qui devait rejoindre son site de Boaké. Et en lieu et place de ce qu'on appelle aujourd'hui le site de Zambakro, il y aura une école d'état-major et une école de guerre. Parce qu'aujourd'hui, faute de place, chaque année, nous avons maximum 4, 5 qui sortent des écoles de guerre, une dizaine maximum de l'état-major. Et ce sera des écoles à vocation régionale. Nous avons aussi, pour le militaire qui est recruté, rapidement des centres, ce qu'on appelle des centres d'instruction. C'est un métier, les gens l'oublient. Au moins 3 mois pour apprendre ce qu'on appelle la formation commune de base. Il est forgé, transformé, il a un esprit, il sait comment manipuler l'arme, il ne doit pas toujours faire usage de l'arme, toujours s'énerver, faire des bagarres quand il se trouve se promener avec son arme, tout ça, il doit l'apprendre. Et en plus, au bout, quand il a fini sa carrière, qu'il va à la retraite, vous savez, vous vous rappelez vous-même, j'imagine, les meilleurs souvent allaient dans l'armée. Au lycée, on prenait les meilleurs pour aller dans l'armée. Mais il sort ingénieur, il fait une grande école militaire. Il a 57 ans, il est officier, colonel, il va à la retraite. Il est encore bon pour servir. Donc, il va aller dans un centre de reconversion
Monsieur le ministre, on va en revenir parce que ça parle beaucoup de la réforme. Ah d'accord. Alors, on va parler de la réforme. Alors, permettez, monsieur le ministre, qu'on aborde la question des grades. Des grades, parce que vous parlez de réforme de l'armée. Oui. Alors, à la fin de la crise post-électorale, nous avons constaté un foisonnement de, en grève, commandants. Il y a eu tellement de commandants. Alors, aujourd'hui, comment cela a été géré? D'abord, le terme de commandant, ne vous en faites pas. C'est-à-dire que dès lors que vous commandez une unité, vous êtes commandant. Non, on parle de galons. Parce qu'il y a des galons, oui. Il y a le galon de commandant, bon, qui s'obtient après, etc. Alors, ce foisonnement a été réglé, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle le redressement des grades. Donc, le chef d'État a permis à ce que tous ceux qui se sentaient frustrés pour n'avoir pas eu le grade au bon moment, en fonction des bons critères, sont passés au travers d'une commission qui a fait un examen objectif et qui a recadré les grades qu'il fallait. Les autres, la vie continue, vous suivez votre parcours normal. Sur votre parcours normal, passer de lieutenant à capitaine, de capitaine à commandant, ainsi de suite, jusqu'au grade de général. Donc, les gens, chaque année, nous avons une commission qui se réunit, qui propose, à l'intention du président de la République, les propositions d'avancement au grade. Et le président de la République l'examine avec ses collaborateurs que nous sommes pour apprécier les propositions faites par la commission. Donc, les choses suivent leur cours normalement. Oui. Alors, monsieur le ministre, un autre point concernant l'atelier de Grand Bassam. 5 minutes. Pour la nouvelle armée, quel nom portera-t-elle? L'ancien nom FONSI ou vous gardez FRC? Parce que je sais que ça fait beaucoup de débats. Oui, ça fait beaucoup de débats. Je crois que ça, la responsabilité revient au président de la République. Nous n'allons pas trahir sa pensée. Nous laissons la latitude d'apprécier cela. Mais je sais que ça fait beaucoup de débats et qu'il y a des propositions. Il est le chef des armées, il lui appartiendra de prendre la décision le moment venu. Alors, dans les nouveaux tests aussi de l'armée que vous êtes en train de préparer, présenter, je dirais, à la population, vous parlez d'éthique et de déontologie. Il faut un militaire nouveau. Comment cela va-t-il se caractériser? Et puis, jusqu'où serez-vous prêt à aller à faire respecter cette éthique et cette déontologie? Bon, les militaires le savent. Hein. Ce qui est intéressant dans cette histoire, les militaires le savent. Quand je suis arrivé au ministère de la Défense, vous savez, même quand vous êtes autour d'une table, chaque militaire connaît exactement sa place par rapport à son voisin. Et en plus, quand vous donnez des ordres, des instructions, chaque militaire sait par qui ça doit passer. Donc, sur cela, on n'a pas d'inquiétude. Le problème qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on a perverti cela. Vous savez, par exemple, je ne veux pas citer les noms. Vous voyez des personnalités, des individus qui avaient avec eux une garde. Ils se promènent, Kalash, il va à l'aéroport, il passe les barrières, les barrages, il donne des ordres à un général. Voyez-vous? Des cas d'indiscipline. Des lieutenants qui donnent des gardes. Ce sont des cas d'indiscipline. Des cas d'indiscipline. Et quand vous faites ça, c'est terminé. Vous mettez l'armée à genoux. Donc c'est ça qu'il faut rétablir. C'est d'abord la première chose. Quand vous rétablissez cela, la chaîne de commandement et l'autorité, vous permettez d'instaurer la discipline, pour ne pas dire réinstaurer la discipline. Deuxième concept, c'est le militaire face à la nation, face aux institutions de la République. Le militaire ne doit pas faire la politique. Ce n'est pas son problème de savoir qui est là. Il doit servir. Il est au service. Pourquoi vous ne proposez pas que les militaires ne votent plus alors? C'est un citoyen, il peut voter. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, il vote. Mais il n'a pas, si son vote ne correspond pas à ce qu'il souhaite, mais il n'a pas le droit de tenter à inverser. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains. Voyez-vous? Donc, il faut respecter la loi, il faut respecter l'autorité et il faut aller plus loin. Il faut que les relations entre le militaire et la population s'améliorent. Vous avez vu, on a connu quelquefois des bavures, des exactions. Il faut bannir cela, respecter les droits de l'homme. C'est pourquoi nous avons élaboré un code d'éthique et de déontologie qui sera également soumis à l'approbation du Conseil national de sécurité. Donc, ce code a bénéficié de l'apport des anciens. C'est très important, le militaire. On va pour votre dernière question. Bien, je pense qu'on va essayer de combiner deux questions. Doit-on compter avec la nouvelle armée ceux qui sont encore en exil? Et puis, combien de temps va durer cet appel aux militaires en exil? Et pour finir, monsieur le ministre, à quand la nouvelle armée? Elle est déjà en marche, la nouvelle armée. On a parlé déjà du commandement qui a été réaménagé. On a parlé de la chaîne de commandement qui est instaurée. On a parlé du redressement des grades. On a parlé des nouvelles tenues. On a parlé du renforcement des capacités. Et concernant les déserteurs, nous avons aujourd'hui à peu près 250 éléments de nos hommes qui sont déserteurs. Dans la gendarmerie, nous avons une cinquantaine à peine. Dans l'armée, nous avons à peu près 250. Donc, le président de la République nous a demandé de faire le maximum pour les faire rentrer. Ce que nous avons fait d'ailleurs il y a quelques années sur des éléments qui sont rentrés, qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité. Donc nous saisissons l'occasion de votre antenne
de l'écran, de l'émission, pour encore les appeler à ce qu'ils rentrent au pays. Rien ne leur sera fait. Malheureusement, il y a certains qui encore gambadent de pays en pays pour recruter des miliciens. Je ne nommerai pas, mais je pense que j'ai saisi l'occasion. Je suis allé au Ghana, il y a 2 ans, chercher des officiers. Un certain colonel Gouanou, qui a refusé de venir. Pendant 2 jours, je l'ai rapproché, je lui ai dit, écoutez, vous rentrez. Il nous a dit ceci, je suis malade, j'ai mal au pied, il faut que je me soigne. Ma femme, il faut que je voie ma femme. J'ai dit, bon, venez à Abidjan, on va vous mettre dans un centre de soins. Il a refusé. Pendant 1 mois, nous avons maintenu le contact avec lui. Il a refusé de venir. Aujourd'hui, vous savez qui c'est? C'est l'homme le plus recherché, que nous recherchons le plus. Parce qu'il se promène de pays en pays pour recruter des miliciens. Vous avez un autre, Zadi, capitaine Zadi, qui est gendarme, lui. Il fait la même chose. Vous avez un autre jeune qui n'est pas militaire, il se fait passer pour militaire, Kabé, surnom Kabé, dans la région d'Aboisseau. Ce sont des gens qui recrutent des miliciens pour venir, je l'ai dit, porter, n'est-ce pas, de la subversion dans le pays. Bon, en dehors de ces 3 cas, il y en a certainement d'autres encore. Mais s'ils veulent venir tendre la main, pourquoi pas? Nous sommes ouverts au dialogue. Merci Diakité. On va prendre une question, Maï, rapidement. Une question et puis M. le ministre va conclure. Une seule question, d'accord. Elle nous vient de Bergerville et c'est de la part de M. Kofi. M. Kofi souhaiterait savoir le plan de sécurité du ministère de la Défense sur toute l'étendue du territoire. Le ministère de la Défense a-t-il un plan dans ce sens? Sa deuxième préoccupation, est-ce que le ministre de la Défense maîtrise réellement l'armée, c'est-à-dire le nombre de personnes et leurs mouvements au sein de cette armée? Voilà pour la question. Merci Maï. Monsieur le ministre va répondre à la dernière question parce que la première, je ne suis pas militaire, mais je ne peux pas accepter ça. Allez-y, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Mais quand même, pour le plan de sécurité, bon, je crois qu'il ne sera pas cela. On ne peut pas le dire. L'armée se protège. C'est une question de secret défense. Sur le nombre de militaires, on connaît exactement le nombre. Je crois qu'il n'a pas bien suivi l'émission. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, taux de présence des gendarmes, 99%. Taux de présence des militaires, 94%. Peut-être que vous savez exactement l'effectif. Combien l'effectif, bon, secret défense, je ne veux pas donner les effectifs. Pas donner. Voilà. Ça va? Alors, monsieur le ministre, vous allez passer à la conclusion. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, je pense que je l'ai gardé à la fin, vraiment pour remercier nos hommes. Voyez-vous, nous sommes sortis de la crise post-électorale avec des dégâts que nous avons ici présentés. Mais je crois qu'ils ont fait preuve d'efficacité. Beaucoup d'entre eux sont ici avec nous dans la salle. Je voudrais vraiment les remercier, les féliciter, les encourager. Depuis le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le commandant supérieur de la gendarmerie, les commandants des forces, les officiers de toutes catégories, les sous-officiers, les militaires du rang, pour tout le travail qu'ils ont abattu, quelquefois dans des conditions extrêmement difficiles. Vous savez que quand on arrivait au ministère de la Défense, il n'y avait pratiquement rien. Ce sont des opérateurs de bonne volonté qui ont fait des travaux. D'ailleurs, j'ai saisi l'occasion, qui n'ont pas tous été encore payés et qui nous mettent la pression. Et il faut donc saluer l'effort de ces hommes qui travaillent nuit et jour, pendant que les autres vaquent à leurs occupations normalement. Eux, ils ne dorment pas. Ils assurent la sécurité. Mais effectivement, c'est un sacerdoce qu'ils ont choisi. Mais en même temps, il faut reconnaître l'effort. Deuxièmement, je voudrais dire aux ex-combattants d'être patients. C'est vrai, mais la patience est un chemin d'or. Et aujourd'hui, le processus engagé par la DDR est un processus positif. Il faut qu'ils s'inscrivent là-dedans. Il y a certainement eu des impairs entre eux, à choisir entre eux, si c'est eux les vrais ou pas les vrais. C'est des choses qui ont pu arriver. Mais je pense qu'il faut qu'ils dépassent cela. La DDR est en train de faire des efforts pour corriger ces impairs. Et il y a eu certainement des imperfections. Troisième chose, c'est tout ce qui croit encore qui peut porter un coup fatal aux institutions de la République. J'ai cité quelques-uns, qu'ils arrêtent. Ça ne sert à rien de le faire. C'est vrai, il y a des dégâts collatéraux. On va s'attaquer à des sites. Il y aura des pertes en vies humaines. Mais après, qu'est-ce que ça donne? Je vous dis qu'il y en a qui perdurent et qui croient qu'ils peuvent encore y arriver. Alors qu'on est bientôt à 2 ans des élections. Voyez-vous, ils auront passé tout ce temps. Pour ceux qui préparent à reconstruire les différents partis politiques, c'est ça qui est plus important, le débat, le dialogue politique. Et enfin, je voudrais donc appeler la population à de l'assurance et de la sérénité. Nous sortons des crises de guerre. Il y a d'autres pays autour de nous, je ne les nommerai pas,
comment sont-ils sortis de crise? Aujourd'hui, après 2, 3 élections, ils sont encore à ce que nous avons obtenu. À peine en 2 ans, on peut circuler. Il y a d'autres pays où aujourd'hui, ce sont des chefs de guerre qui dirigent les villes et les cités. Beaucoup de fois ont été faits. Il reste encore beaucoup à faire. Et donc, je voudrais aussi attirer l'attention des investisseurs, des opérateurs économiques qui peuvent venir investir en Côte d'Ivoire. Le pays est ouvert. Vous avez vu les indices, les indicateurs qui donnent de l'espoir et qui sont dans un environnement, j'allais dire, très positif. Et donc, en définitive, dire aux uns aux autres, à tous les téléspectateurs, que ça a été pour nous une opportunité, un agréable moment de pouvoir, j'allais dire, converser à la population. Et ce que nous demandons à nos hommes, c'est de cela. C'est d'aller vers les populations, de créer la confiance aux généraux, aux officiers, et ainsi de suite, d'aller vers les populations, tendre la main, d'expliquer les choses. Dans un pays, quand on va, la première personne qu'on voit et vers laquelle on veut s'approcher, quand on ne connaît pas les choses, on va vers un homme en tenue. Il ne faut pas qu'on ait peur d'aller vers un homme en tenue. Quand on va complètement inverser ça, on aura gagné le pari. En tout cas, merci beaucoup. Et encore une fois, j'ai saisi l'opportunité pour remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il nous a faite de nous confier cette responsabilité que nous tentons donc d'assumer avec le maximum d'engagement. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que M. Paul Kofi Kofi est ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Merci, chers confrères, Diakité Ibrahim de Radio Côte d'Ivoire, Pascal Soro de Fraternité Matin, Alvor Assa de RTI RSA, sauf changement. La semaine prochaine, vous aurez sur ce plateau le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Bonsoir chez vous.